Alors c'est parti, Néré Constant a compris. Il a compris et il nous l'explique plus ou moins clairement dans ses vidéos que le problème individuel de dégénérescence, d'aliénation, est un problème avant tout collectif. Le collectif s'exprime par ce biais-là. Le terrorisme et toutes ces horreurs qui nous arrivent aujourd'hui dans le monde, il nous confirmera son point de vue, est une expression de notre système. C'est très compliqué comme point de vue car cela demande à chacun de nous remettre en question. Les gens se plaignent mais ne travaillent pas ce qui en eux fabrique ce phénomène. Car pour lui, et sûrement pour vous, messieurs, tout est interconnecté. Mais Néré Constant était politiquement incorrect, il s'exprime sur ce qu'il perçoit, ce n'est pas à mettre dans toutes les oreilles, d'accord? Il n'est pas subversif, il parle de l'inconscient collectif avec une subtilité que YouTube n'aime pas, car oui, il a encore été censuré dernièrement, sa dernière vidéo a été censurée. Merci à toi d'être là, en tout cas Néré Constant, bienvenue à toi. Comment tu vas? C'est moi qui te remercie déjà de t'intéresser à mon travail. Ça me fait plaisir parce que ça récompense un peu le fait que j'y consacre du temps. Donc, moi, je vais bien et puis ça me fait plaisir d'être là. Eh ben, tant mieux, écoute. Ça nous fait plaisir à nous que tu sois là aussi. Je vais attaquer direct le ping-pong. Darwin. Alors, Darwin, vaste sujet. C'est au centre de la problématique du monde actuel parce que Darwin, ça vient de la culture anglo-saxonne et le pôle qui domine économiquement aujourd'hui au niveau international, c'est le pôle anglo-saxon. Et quand on couple la mentalité darwinienne aux applications technologiques et aux déclinaisons de la science d'aujourd'hui, on peut se poser des questions sur le chemin que prend l'humanité d'un point de vue collectif. C'est-à-dire que si aujourd'hui le système est géré par une idéologie sous-jacente darwinienne qui a la main mise sur tous les pôles scientifiques, avec la génétique, avec la cybernétique, on peut vraiment, c'est une question d'éthique, se poser des questions sur le futur de l'humanité originale, c'est-à-dire non dévoyée par la science et par le monde artificiel. Je peux décliner là-dessus. On peut parler d'Asselineau qui a parlé du puçage comme d'un crime contre l'humanité. Je suis tout à fait d'accord avec lui. À partir du moment où ces gens essayent de rentrer et d'enfreindre l'intégrité physique des personnes, il y a véritablement un danger. À partir du moment où votre corps ne vous appartient pas et que vous êtes dépendant de leurs applications technologiques, vous n'avez plus de liberté individuelle et vous pouvez totalement être dépendant d'un système régi uniquement par les mathématiques, c'est-à-dire un monde aspirituel. Et le darwinisme s'accorde tout à fait avec le sionisme collectif et un gouvernement mondial unique qui tendrait avec l'effacement des systèmes religieux résiduels et la prégnance de la mentalité juive pour régir le tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir là-dessus? Ben moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Et effectivement, je n'étais pas remonté à l'histoire du darwinisme. Mais c'est vrai que le darwinisme, c'est finalement l'évolution des espèces au fur et à mesure. Et c'est vrai, c'est pas bête ce qu'il dit, parce qu'on arrive à un moment maintenant de l'évolution de l'humain où finalement, un petit peu dans cette philosophie, l'humain s'imagine qu'il veut à pouvoir être un humain augmenté, justement. Donc, ça ferait partie, je pense, si c'est ça, de la même philosophie, de la continuité. Et puis, cet esprit de performance en permanence, en plus, où il y a un combat perpétuel entre les espèces entre elles-mêmes, pour la sélection, etc. Enfin, si j'ai bien compris. Ça me permet de décliner, parce que moi, j'ai été à la conclusion, mais je n'ai pas parlé du départ. C'est qu'est-ce que c'est que le darwinisme? Le darwinisme, c'est un rapport immature au monde qui est basé sur la compétitivité stérile de façade. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour la survie. Le problème, c'est qu'on ne parle pas, et c'est typique de la culture anglo-saxonne, il faut bien comprendre, on ne parle pas d'émancipation et de spiritualité, on parle de soumission intergénérationnelle et de compétitivité stérile. C'est pour ça que couplé à la science, ce qui est typique du monde anglo-saxon, moi je parle du paganisme nordique par exemple. Quand on se penche sur les mythologies nordiques,
qui donne la mentalité de fond des Nordiques, on tombe sur le parcours d'Odin. Bon, Odin, il troque un de ses yeux contre la science à l'étape de la fontaine de Mimir. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à cerner, mais quand on parle des mythologies, on parle de tentatives d'émancipation intergénérationnelle. Le parcours d'Odin ne parle que de ça. Dans la philosophie grecque, on peut opposer à Odin Zeus. Zeus, par le parcours qu'il a avant d'accéder à l'Olympe, il est obligé de se coltiner les anciennes générations, donc Chronos est le chef de file. Mais Zeus, lui, au lieu de se soumettre aux anciennes générations, il fait manger à son père une pierre. Alors, ce que je dis est compliqué à cerner parce qu'il faut détailler le symbolisme, mais je vais tout détailler. Le matérialisme, la symbolique du matérialisme, c'est la pierre, hein, l'incarnement matérialiste. Quand Zeus veut s'émanciper des anciennes générations, il fait manger à son père Chronos une pierre. C'est ce qui lui permet d'accéder au trône et de devenir le dieu des dieux. Il refuse la soumission intergénérationnelle et le labeur ingrat, c'est-à-dire d'être enfermé dans le monde matérialiste parce que les anciennes générations l'y contraignent. C'est pour ça qu'il acquiert la lucidité, la foudre, et qu'il a la possibilité de donner la justice. Athéna, hein, qui sort de sa tête. Mais le problème, c'est que ça, c'est le positivisme grec. C'est la mythologie du bassin méditerranéen. Mais c'est en totale contradiction avec le défaitisme nordique, où on voit que Odin, pour les anglo-saxons, lui, ne fait pas l'effort de s'émanciper des anciennes générations, mais il se complaît dans le culte de l'objet de compensation. C'est-à-dire qu'à l'étape de la fontaine de Mimir, il va troquer un de ses yeux contre la science. Et cette réalité-là le diminue jusqu'à la défaite dans le Ragnarok, où il périt broyé par les mâchoires du loup Fenrir. La symbolique du loup Fenrir, c'est le chien enragé, hein, le loup enragé. C'est-à-dire que, puisqu'il n'arrive pas à s'émanciper des anciennes générations par la droiture, il finit dans une rage de soumission mêlée au culte de la science. Et ça va donner plus tard, couplé au judaïsme, le darwinisme. C'est-à-dire la compétitivité stérile et la dégradation et la survie, si vous voulez. C'est très vaste comme sujet. Parce que les notions que j'aborde sont pas faciles à cerner parce qu'on parle d'émancipation intergénérationnelle. Donc, ça nécessite de travailler sur le fond de ce qui régit l'humanité. C'est-à-dire que, alors là, je vais décliner, hein, parce que c'est vaste. Pas trop, hein. Pas trop. Alors, je vais quand même essayer de rester dans les clous. Le contrat de chaque être humain, c'est de s'émanciper des anciennes générations par la droiture. On sait tous ce que c'est que le gauchisme. Le gauchisme, c'est une fausse rébellion qui finalement finit dans la stérilité et la vérité de meurtre du père. C'est pas comme ça qu'on s'émancipe. On est bien d'accord que là, quand on parle d'émancipation ratée en parlant du gauchisme, on tombe sur toutes les révolutions de l'histoire qui amènent à une gestion de patrimoine morbide. Je rappelle que la Révolution française, la conclusion de la Révolution française, c'est la soumission de la France au marché transatlantique, c'est-à-dire à des cultures extérieures. Donc, je ne suis pas un révolutionnaire parce que l'émancipation par la vérité de meurtre du père, même si c'est un père illégitime symbolique comme le roi à cette époque, ça amène la déportation des prérogatives des familles régnantes de cette époque dans les mains de familles sous-jacentes qui veulent finalement répéter à leur niveau ce que faisaient les autres générations. Ça, c'est la mauvaise émancipation. Ça donne le bolchevisme pour la révolution russe, ça donne la révolution française et ça mène la soumission à des cultures plus superficielles à l'extérieur qui ont accompagné ces révolutions. Bon, moi, quand je parle des mythologies nordiques et grecques, on parle du même processus. Quand Zeus s'émancipe de Chronos en lui faisant manger une pierre, il s'émancipe des anciennes générations. Mais il ne le fait pas par la violence. Il n'y a pas de meurtre de Chronos. Par contre, Odin, lui, de son côté, parce qu'il faut comprendre, les mythologies, ça ne parle que de ça. C'est la tentative des nouvelles générations de s'émanciper des anciennes. Odin, lui, ne s'émancipe pas des anciennes générations, il est dans la soumission intergénérationnelle et le culte de l'objet de compensation. Il se réfugie dans le culte de la science. D'accord? C'est pour ça que la défaite d'Odin amène la dégradation de la culture nordique par le judaïsme. Et c'est pour ça qu'on assiste à la récurrence du couple judéo-protestante en contradiction avec les autres cultures religieuses résiduelles, puisque le positivisme grec, ça va permettre l'arrivée du Christ en contradiction avec le judaïsme.
le Christ, il va apporter la simplification monothéiste au polythéisme des mythologies. Vous me dites si c'est difficile à comprendre, parce que moi j'explique. Le Christ, il va apporter au polythéisme grec la simplification monothéiste et comment s'émanciper par la droiture. Quand le Christ a son parcours de croix, c'est-à-dire qu'il assume à la place de Barabbas le châtiment qui lui était infligé, il explique qu'il ne faut pas ressortir haineux et complexé du fait que chacun se défausse sur le type honnête de ses propres tares. Donc, ce parcours de croix où il pardonne, c'est-à-dire qu'il sort du feu de la haine et de la colère, où il arrive finalement à marcher sur l'eau, c'est-à-dire à sortir des conflits complexés, lui permet la résurrection et de ne pas avoir la dégradation de son originalité. Donc on voit bien que le christianisme est en contradiction avec quelque chose qui est plus archaïque et plus renfermé que le judaïsme, puisque le modèle barabbasien, c'est le modèle gauchiste terroriste des meurtriers, si vous voulez, qui se prolonge dans le temps sans faire aucun effort d'émancipation, en accusant de manière inversée les gens honnêtes de leur propre travers. Et tout ça se fait toujours au profit des marchands du temple. Bon, le christianisme, les Romains vont se l'approprier, comme ils se sont appropriés les préceptes de la mythologie grecque. Puisque Zeus va devenir Jupiter, et ben les Romains vont prendre le christianisme comme socle. C'est pour ça que les temples juifs vont être ventilés avec l'Empire romain. Le problème, c'est que dans le temps, l'Empire romain va s'effondrer et c'est les peuplades du Nord qui vont déferler en contrebas. Et c'est là qu'on va voir que le défaitisme nordique, dans le temps, va dégrader les mouvements et la tentative d'émancipation spirituelle initiée par le Christ, et que progressivement, la culture nordique, avec amalgame, va dégrader les mouvements religieux au profit du judaïsme. Et c'est là qu'on tombe sur le darwinisme, avec la compétitivité stérile immature, en contradiction avec les mouvements religieux qui seront dégradés pour des questions d'hégémonie. Ok. Alors, tu as traité déjà le gauchisme que moi j'avais mis en idée. Ça renvoie au modèle barabbasien, le gauchisme, c'est-à-dire la voyoucratie immature qui permet aux marchands du temple de faire aucun effort et de se complaire dans le matérialisme de compensation. Alors que le contrat, c'est de s'émanciper intergénérationnellement par la droiture, comme le Christ l'a expliqué. Et alors, ça nous amène au fascisme, antifascisme. Je veux bien que tu essaies d'englober les deux. Alors, je vais développer un peu parce que le Christ, à un moment donné, il sort Marie-Madeleine de la bourbe. D'accord? Marie-Madeleine, c'était une prostituée. Hein, vous connaissez l'histoire de Marie-Madeleine, peut-être? Pas complètement. Bon, la mère de Jésus, c'est Marie. Dans le parcours de Jésus, il croise Marie-Madeleine, qui est une prostituée, et il la sort de la bourbe. Ça veut dire qu'il sort une déclinaison de sa mère, qui est Marie-Madeleine, de la prostitution, c'est-à-dire de la prostitution au système, finalement. Donc, vous êtes toujours là? Oui, on est là, t'inquiète pas. L'image a disparu. Donc, ça veut dire que le Christ montre comment on se sort de la prostitutionnalisation du système en extrayant Marie-Madeleine de la bourbe. C'est intéressant parce que Marie-Madeleine est une version déclinée de Marie, sa mère. On a la subtilité de la langue française qui nous permet de comprendre. Il y a dans Marie-Madeleine, Marie et Madeleine. Pleurer comme une Madeleine, c'est s'apitoyer sur son sort. C'est en général ce qui conduit les gens à être soumis au système. Donc le Christ sort Marie-Madeleine de la bourbe. Il sort les gens de la prostitutionnalisation. C'est de manière médiée et symbolique la méthode dont il faut se sortir, la méthode qui permet aux gens de se sortir de la soumission intergénérationnelle qui, par la médiation de la société, donne la prostitutionnalisation des gens au système. Attends, est-ce que tu es en train de nous dire que la religion est une métaphore ou est-ce qu'elle est réelle et du coup ça a engendré ça dans la société? Si les gens comprennent que tout chez l'être humain n'est régi que par la tentative d'émancipation intergénérationnelle,
Alors, ils comprennent que le Christ a donné un message et une carte d'explication de comment s'extraire de la soumission au système. Et donc, de la soumission intergénérationnelle, parce que la soumission aux parents, dans la médiation de la société, c'est la soumission au système. Quand quelqu'un est soumis de manière pathologique à ses parents, dans le temps, quand on arrive au système, qu'on en devient adulte, on est soumis aux élites, puisque la médiation du symbolique du parent, du père et de la mère dans la société, ça peut devenir le patron. Donc, pour définir le gauchisme, il faut s'intéresser à la base, c'est-à-dire au rapport au père et à la mère, et ce que ça va donner dans le temps. Les gauchistes sont des gens qui se complaisent dans le modèle barabbasien voyoucrate au profit des marchands du temple. C'est une mauvaise émancipation, et moi je prétends que les révolutions meurtrières sont mues par ce principe-là, en contradiction avec ce qu'a essayé d'expliquer le Christ, c'est-à-dire l'émancipation par la droiture. C'est-à-dire ne pas sortir haineux et complexé des conflits entre groupes, mais en faire le tour des complexes humains, pardonner, essayer d'aider les autres. C'est ça la résurrection, et c'est pour ça qu'il sort du tombeau et qu'il ne meurt pas en fait. Il explique comment ne pas perdre ses plumes dans la compétitivité que le darwinisme, qui est mu par ce gauchisme barabbasien, induit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est assez problématique de voir que les pôles scientifiques sont régis par le darwinisme et le pôle judéo-protestant qui, par le défaitisme nordique et puis la complaisance dans le matérialisme, soumettent les gens finalement progressivement au monde artificiel. C'est pour ça que il faut comprendre la progression des mouvements religieux et leur dégradation au profit du judaïsme dans le temps, sous la houlette et l'impact de la force de frappe que représente le protestantisme, qui est mu par le défaitisme nordique. Le protestantisme n'est qu'une version superficielle du catholicisme, qui lui-même est une version trafiquée du christianisme initial. Donc, on croit qu'on va vers le progrès, et paradoxalement, on va vers l'homme artificiel et l'établissement du judaïsme à la place comme socle, à la place des autres religions. Donc, on se superficialise. D'accord. Donc, le judaïsme, pour toi, c'est l'évolution de l'homme par l'intelligence artificielle aujourd'hui? Le judaïsme. Non, le judaïsme utilise le fait que les gens se complaisent dans le culte de l'objet de compensation et de la science au lieu de faire des efforts d'émancipation comme le Christ. C'est-à-dire, le Christ, on va dire que c'est plus la tentative d'amener l'homme vers son originalité, sa nature. La liberté de conscience, la liberté de l'homme. Sa nature originale. Et le problème, c'est que les gens immatures sont en train de trafiquer l'humanité originale au profit d'une copie artificielle dont l'idéologie de fond est le judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme, quand on fait la retranscription sur les tentatives d'émancipation intergénérationnelle, ce sont les gens qui sont le moins capables de s'émanciper du père et de la mère et qui se complaisent dans un modèle matérialisme de soumission. Donc c'est un défaitisme matérialiste qui s'impose dans le temps à l'humanité à cause justement de la prégnance du pôle scientifique qu'on retrouve dans le paganisme nordique, notamment avec l'étape de la fontaine de Mimir, où Odin trempe son œil contre la science et se diminue progressivement jusqu'à périr broyé par les mâchoires de Wulfenrir. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est vrai que je suis obligé de beaucoup détailler pour bien me faire comprendre, parce que ce sont des notions qui demandent symbolisme, psychanalyse et généalogie. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, moi j'ai une question pour Néré. Parce qu'il c'est bien parce qu'il nous a fait l'évolution un petit peu de tout ça, c'est très intéressant. C'est un peu complexe, je te dirais, mais c'est très intéressant. Et ce qui m'a intéressé sur la fin de ton intervention, c'est quand tu fais l'opposition entre le christianisme et le catholicisme. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant et j'aimerais bien que tu continues là-dessus et que parallèlement à ça, tu me parles aussi, si tu l'as étudié, et je le pense que oui, de la version cathare du christianisme. Alors, pour les cathares, je vais le couper tout de suite. C'est un mouvement qui était intéressant à une époque, mais qui a été écrasé par les catholiques. Oui, tout à fait. On a absolument pas... Je veux dire, dans sa philosophie, le cathare était plus près du christianisme que le catholicisme, finalement, du christianisme lui-même. Eh bien, oui et non. Il y a des choses totalement novatrices chez les cathares, comme la non-violence. Le fait aussi, il y avait aussi chez les cathares une notion de végétarien, ce qui est très surprenant. Oui. Et j'ai toujours trouvé très scandaleux que le catholicisme ait écrasé le mouvement cathare. D'accord. Non, mais moi, ce qui m'intéressait aussi, si tu veux, c'est
Le côté matérialiste des catholiques qu'ils vont développer, ce côté matérialiste qui est finalement la continuité de cet esprit judéo, mais ce qu'ils appellent judéo-chrétien. Et par contre, le dépouillement absolu des cathares et des parfaits où tu n'avais pas d'église, tu n'avais pas… Voilà, c'était un homme qui allait partager la bonne parole. Les cathares étaient novateurs et ils ont subi une injustice qui est, c'est vrai, assez laide. Ce qui prouve que le catholicisme n'est pas mu par une absolue pureté au niveau de la spiritualité. Mais c'est pour ça que je distingue bien le christianisme original du Christ, qui n'a écrit aucun bouquin, si on y réfléchit. Le catholicisme, ce sont des gens qui ont tenté de coller à ce qu'a essayé d'impulser le Christ. Ce qui veut dire que c'est forcément moins parfait que ce que le Christ a impulsé. Et que c'est ce qui explique le travestissement progressif du catholicisme et sa soumission progressive au judaïsme aujourd'hui de manière pathétique. Oui, d'ailleurs, pour moi, c'est un peu comme les hadiths, si tu veux, pour les musulmans. C'est 200 ans après la mort du prophète, donc c'est une interprétation libre. Et en fonction d'une commande, finalement, d'un seigneur à l'époque, et pour lui faire plaisir, parce que si tu ne lui fais pas plaisir, il te coupe la tête. Donc, on va arranger les paroles du prophète en fonction de ce que demande effectivement le prêtre. Les paroles du Christ et les paroles du prophète Mahomet ont été travesties par les gens dans le temps, il n'y a aucun doute. On voit que les mouvements religieux, de toute façon, n'ont fait que se dégrader. Moi, j'ai expliqué que quand l'Empire romain s'est effondré dans les années 500, ce sont les peuplades du Nord qui ont déferlé. Ça veut dire qu'il y a eu amalgame progressivement. Ouais. Qu'en pense notre ami Crazy? J'écoute pour l'instant, j'écoute. Je voulais poser une question protestants, judaïsme. Là, ils sont mus par quoi alors? Alors, ok, je vais y venir. Regardez, ça s'accorde. En 500, l'Empire romain, qui s'est approprié les préceptes du positivisme grec et le christianisme, s'effondre. Les peuplades du Nord, c'est-à-dire les barbares du Nord, déferlent en contrebas. Il y a amalgame. Ça donne les invasions vikings, ils passent par les estuaires. La France est vraiment le point de conflit de tous ces mouvements. La France est un pays totalement central dans cette histoire parce que en France, vous avez le point de rencontre entre le positivisme gréco-romain, le défaitisme nordique, puisque les peuples français sont très proches des peuples du Nord, mais aussi du bassin méditerranéen et de la philosophie grecque et romaine, si vous voulez. Donc, on va avoir vraiment un point de rencontre de tous ces mouvements. Je suis désolé, il y a peut-être des gens qui… c'est pas contre la culture française que je dis ça, mais au départ, la Gaule, c'est des tribus qui ont plus attrait au paganisme nordique. On voit que Brennus déferle sur Rome et puis pille Rome. En plus, avec une mentalité de tricheur avec le bouclier, là, quand il en rajoute en plus. Et les Romains, quelques siècles après, remontent et conquièrent la Gaule. Mais contrairement aux Nordiques qui pillent, volent et rentrent chez eux, les Romains, eux, sont bien plus pensés. C'est-à-dire qu'ils vont apporter les aqueducs, ils vont apporter les canaux de communication, et ils vont laisser le libre culte aux peuples qui se soumettent à leur diktat commercial, parce que c'est un diktat, c'est militaire, c'est une soumission. Mais ils n'alignent pas les autres cultures, ils leur laissent le libre culte. Tout ce qu'ils veulent, c'est alimenter Rome en marchandises, en produits. Voilà. Et donc, Rome est bien plus pensée. C'est là qu'on voit que le positivisme grec permet un rapport plus cohérent au monde que le paganisme nordique, qui est plus désordonné, plus brutal. Et donc, les Français, dans le temps, c'est la combinaison de l'énergie des peuples du Nord avec la réflexion gréco-romaine. Et quand l'Empire romain s'effondre en 500, on va avoir des accès de défaitisme nordique qui vont être contrebalancés par des personnages importants de l'histoire de France qui vont être en contrepoint avec ça. Charlemagne, par exemple, il va s'allier avec Rome. Et c'est de là que la haine contre les Français, probablement entre Anglais et Français, vient. Parce que les peuples nordiques n'ont jamais vraiment compris le christianisme, sont toujours restés dans un paganisme brutal, très violent. Et quand il y en a un, comme Charlemagne, qui préfère s'allier avec Rome, ça crée des problèmes de haine et de jalousie. Bon, il y a un amalgame, mais progressivement, c'est quand même, le christianisme va être répandu. Mais il y a quand même toujours le défaitisme de nordique qui est en sous-jacence. C'est ça qui permet de comprendre que progressivement,
catholicisme va être travesti par cette sous-jacence nordique et qu'on va aboutir au protestantisme. C'est-à-dire que moi, j'ai expliqué dans mes vidéos, à partir du moment où les peuples du Nord infiltrent la papauté, hein, l'héritage, malheureusement, de Charlemagne, c'est les Francs qui arrivent à la papauté. Et comme par hasard, on tombe sur les croisades quand ils y arrivent. C'est-à-dire que, que je me fasse bien comprendre, Charlemagne est un personnage intéressant de l'histoire de France parce que, au lieu de perpétuer l'héritage nordique des barbares, il va s'allier avec Rome. Et il va aller christianiser de force les peuplades du Nord. C'est de là que vient la haine français-anglais. Mais quand il meurt, hein, on est dans les années 700 là, quand il meurt, Charlemagne, les peuplades du Nord viennent et déferlent pour piller à Aix-la-Chapelle, il pille son tombeau. Et progressivement, malheureusement, l'héritage de Charlemagne, c'est l'infiltration de la papauté par la prégnance nordique qui donne les croisades, c'est-à-dire le conflit récurrent au monde arabe, parce que, faut bien comprendre, il faut comprendre pour... C'est vaste, hein, je suis désolé, c'est pas des trucs qu'on peut expliquer en 2 mots. Il faut comprendre la culture viking et nordique pour comprendre le monde anglo-saxon et le protestantisme. Chez les vikings, ce sont des pilleurs, en fait, des pillards. Hein. Leur but, eux, c'est d'acquérir des richesses. Vous pouvez regarder la définition de viking, c'est quelqu'un qui est affairé à acquérir des richesses, voire à se transformer en pilleur quand il en a besoin. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gaspillent très vite leurs ressources et qui ont besoin d'aller en contrebas piller d'autres tribus pour se complaire éternellement dans leur rapport au monde matérialiste. Bon, eh bien, les croisades, ça n'est que la manifestation de cet élan négatif qu'on retrouve par l'infiltration de la papauté qui, une fois qu'on a complètement bouffé le patrimoine, on a besoin d'aller trouver des prétextes bidons pour aller piller des cultures en contrebas et continuer la mascarade. Et c'est là qu'on voit que le catholicisme commence déjà à s'effriter puisqu'il y a un schisme en île, au moment des croisades, qui donnera plus tard les orthodoxes du côté russe, mais avec l'étape de Constantinople, dont on se servira des croisades parce que pour aller les piller, si vous voulez. Et là, je parle de l'imposture des croisades qui ne sont pas du tout vues par l'aspect spirituel de reconquête morale de Jérusalem. La réalité, c'est que ce sont des familles qui, pour maquiller la faillite économique de leur mauvaise gestion, sont obligées de trouver des prétextes pour aller piller des peuplades en contrebas. Et c'est tellement vrai qu'à la fin des croisades, pour gérer la mascarade, il y a la naissance des banques juives. 1200-1300, c'est là que les Juifs commencent à gérer la mascarade économique de cette imposture matérialiste qui se part des vertus christiques et qui ne sont en fait que mues par le paganisme nordique sous-jacent. C'est comme ça que progressivement, après des erreurs de déportation notables chez les Espagnols et les Français notamment en Amérique, le protestantisme va naître, c'est-à-dire la remise en cause des égarements de l'Église catholique, mais sous des raisons totalement hypocrites qui vont déplacer les prérogatives de l'Église catholique romaine dans les mêmes familles marchandes. Le protestantisme, c'est le sola scriptura, ça vient avec Gutenberg, la réforme, Luther, c'est-à-dire la science, c'est-à-dire la vulgarisation de la science et le fait de critiquer. Mais au départ, c'est ça qui est très très ambigu, c'est que la critique que faisait le mouvement luthérien de l'Église catholique était juste. C'est-à-dire, Rome, à cette époque-là, pratiquait le commerce des indulgences. C'est-à-dire que tu avais le droit de commettre des péchés contre rémunération, hein, si on fait la retranscription. C'était l'absolution des péchés contre rémunération. Donc, ça entraînait une vague de protestation qui était légitime. Le problème, c'est que c'était totalement hypocrite et que ça a déporté les prérogatives de l'Église catholique romaine, qui était totalement en état d'égarement, vers les mêmes familles marchandes. Et le protestantisme s'érige sur cette imposture, et c'est là que, progressivement, les monarchies catholiques, françaises et espagnoles notamment, vont être dégradées par les guerres de religion et par la guerre avec l'Angleterre, qui va prendre progressivement la mainmise sur les économies. Et on va arriver à des ères de marchandisation globale et de libéralisme. Et c'est là que le mouvement darwinien va naître et que le culte de la science va progressivement travestir tous les mouvements religieux au profit d'une ère artificielle dont le judaïsme sera l'idéologie de fond. Et on retrouve tout ça dans le parcours d'Odin dès le départ.
Ok. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la mythologie et à tout ce qui est au départ et à l'origine. Je fais un petit rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On est donc sur Putain de Radio avec Néré, notre invité. Et Néré essaye de nous faire comprendre que notre passé détermine notre présent. C'est pour ça qu'il prend du temps pour expliquer largement ce que nous avons vécu entre le christianisme, le judaïsme et aujourd'hui, c'est ce que là où je voulais en venir, Néré, c'est aujourd'hui finalement l'islam. Attends, est-ce que je peux poser Bien une sûr, question, bien s'il te sûr, plaît, avant que tu changes de sujet? Néré, s'il te plaît, alors, est-ce qu'il nous reste du christianisme ou pas dans le monde, alors? Ben, il y a qu'à S'il te voir. plaît. Le christianisme, ça dépend ce qu'on entend par là. Si on croit Bah, que c'est l'Église catholique romaine, on a tout faux. Il n'y a qu'à voir la finition du pape au temple qui sont en train de se mettre en place en Israël. Donc non, c'est pas le Christ n'existe pas au travers du culte de l'idole et des églises. Les églises représentent la tentative des hommes de le percevoir, mais chacun a en lui ce que le Christ impulse. Chacun peut être le diable, chacun peut être le Christ. Le Christ, c'est un homme qui a montré un chemin, et après les gens ont plus ou moins dévié. Mais il ne faut pas identifier le christianisme uniquement à l'Église catholique romaine, parce que si à un moment donné l'Église catholique romaine a produit de grands théologues, aujourd'hui c'est de moins en moins le cas. Donc il faut surtout essayer de trouver la vérité où on le peut. Ça peut être au travers de certaines personnalités de l'Église catholique romaine, mais c'est de moins en moins le cas malheureusement. Hein? Je suis assez d'accord avec toi. Pardon. Je suis assez d'accord avec toi et je pense que c'est très intéressant ce que tu dis là et franchement tu vas loin, tu vas très très loin. C'est même des fois un peu on peut se perdre. Mais alors ce qui m'intéresse moi, c'est que je pense qu'on va revenir à une certaine chrétienté, ce qu'on va appeler le chrétienté, c'est-à-dire l'esprit du Christ. Parce que moi, tu vois ce que je dis, je suis d'une vieille famille catholique, machin, etc. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être présenté à Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de mon esprit, je me sens chrétien, proche de la parole de Jésus, proche de son expérience, mais je m'éloigne de plus en plus des catholiques, justement. Et donc, quand je dis catholique, c'est l'Église Vaticane qui, elle, a complètement dévié ce chemin-là. On en a l'exemple aujourd'hui avec le pape François, qui est d'ailleurs le fameux pape noir qu'on attendait. Et je pense que ce que l'on appelle aujourd'hui les éveillés ou les révolutionnaires ou etc., comme selon on nous appelle, je pense que nous avons en nous justement, tu vois, par ce retour à la nature, par cet éloignement justement au bien matériel, revenir à la nature, c'est pour moi revenir justement aux bases et aux fondements du christianisme. Oui, il faut toujours se pencher sur les origines. C'est comme, mais ça marche pour tout, hein. C'est comme pour soi-même. Quand on se penche sur l'enfance et l'adolescence, on règle des problèmes auxquels on est confronté à l'âge adulte et dont on n'a pas forcément conscience si on ne travaille pas dessus. Et ben, quand on étudie les mouvements religieux, c'est la même chose. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais dire par là que, Néré, s'il te plaît, il faudrait revenir aux évangiles purs et simples, quoi? Non. Il faut essayer de trouver la vérité par l'intuition Oui. et par la bonne lecture des choses. Moi, je discute parfois avec des prêtres. Je suis totalement contre le fait qu'on aille piller des églises, comme les gauchistes aujourd'hui le font, avec des saccages. On voit c'était le cas avant, là, comment elles s'appellent, les bonnes femmes, les femmes qui venaient de l'Est, qui étaient payées par Soros pour foutre le bordel dans les églises. Je suis contre ça. Moi, je suis pas un révolutionnaire rebelle. Je suis pas, j'essaye de trouver la voie de l'émancipation par la droiture et la maturité. J'essaye de respecter ces préceptes-là. Parce que si on dévie, on tombe dans le gauchisme immature, le saccage, et finalement le fait de voler le patrimoine et de se complaire dans une gestion de patrimoine morbide. C'est-à-dire toute l'imposture des révolutions violentes, elles sont anti-chrétiennes parce qu'elles ne respectent pas les préceptes de la morale et de la droiture. La Révolution française est une ineptie qui a progressivement soumis la France, au libéralisme anglais, et au néolibéralisme américain dans le temps. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. C'est progressivement une chute. Donc c'est vraiment très important de respecter les bases, c'est-à-dire l'émancipation, parce qu'aujourd'hui les gens ne comprennent plus la parole du Christ et ce genre de choses. Moi je discute avec des prêtres parfois,
Et si je leur dis, par exemple, est-ce que vous trouvez que le Mont Saint-Michel, c'est normal qu'il soit coupé de la France, de l'Hexagone? Parce que moi, je couple toujours la symbolique avec la réalité du mouvement collectif. Le fait qu'on laisse le Mont Saint-Michel dans les marais, dans la vase, et un petit peu loin du territoire français, pour moi, ça a une symbolique particulière. Le Saint-Michel, c'est celui qui terrasse le dragon, le diable, hein, Satan. Donc le fait qu'on le laisse dans la vase, loin, et qu'on le coupe de l'Hexagone, pour moi, ça a une symbolique. Mais si tu discutes avec le prêtre de la paroisse du Mont-Saint-Michel et que tu lui expliques ça, il ne comprend pas de quoi tu parles. Satan. Je peux? J'avais envie de dire le fondement de la philosophie. Après, c'est Marc. C'est un fondement chrétien, enfin chrétien, oui, chrétien. C'est ne fais pas à autrui ce que tu veux qu'on fasse à toi-même. Et je pense, moi, toute ma philosophie part de ça. Et à partir du moment où on a compris cette phrase-là et on l'applique au quotidien, eh bien, à ce moment-là, on est au retour sur la vraie chrétienté. Et parce que je ne vais pas te voler, parce que je ne voudrais pas que tu me voles, je ne vais pas prendre ta femme parce que je ne veux pas que tu prennes la mienne. Voilà, c'est le respect. Moi, je l'ai déjà dit, à la base, je suis anarchiste et quelque part, c'est aussi un petit peu ce que j'appelle la belle anarchie. C'est-à-dire, à partir du moment où je te respecte et tu me respectes, il n'y a plus de guerre et il n'y a plus de conflit. Oui, de toute façon, à partir du moment où on a des ordonnateurs de vie en communauté, on arrive à avoir un système cohérent avec des valeurs. Par contre, quand ça devient la loi du n'importe quoi, eh ben, malheureusement, on s'aperçoit hein, que toutes les révolutions de l'histoire aboutissent à des drames de chaos, hein, des meurtres de masse et de ce genre de choses. Et la perte de la morale, des préceptes, et aujourd'hui, on a de plus en plus des gens qui sont perdus à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Les gens ne maîtrisent pas la symbolique, la généalogie, la psychanalyse, c'est dommage, quoi. On est en train de former les gens à être des consommateurs bêtes, quoi. C'est dommage. Et ça accompagne le tout, quoi. Et ça va avec le darwinisme. Ça va avec le darwinisme et la compétitivité stérile gauchiste. Comment se développer personnellement? Comment mieux aborder ce développement personnel? Qui, toi, je sais que tu as mis une méthode au point pour se développer personnellement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ben, ça recoupe un peu ce que j'ai dit. En fait, c'est que il faut comprendre. Déjà, il faut exclure la violence et les vérités violentes. Il faut se calmer. Quand on cherche la vérité, il faut se reposer et réfléchir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, à un moment donné, comment ça se fait qu'on ait parfois des mauvaises relations avec les gens et on ne sait pas comment ça se déclenche? Quelle est la sous-jacence de ça? Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais travailler sur mon enfance et mon adolescence. Donc, j'ai repris, moi, chaque mois, chaque année de ma vie, j'ai essayé de recaser ce qui s'y est passé et j'ai essayé de dénouer les nœuds. Et je me suis rendu compte que ça permettait de mieux se situer et d'avoir des rapports plus apaisés, non seulement intrafamiliaux, mais par déclinaison au système et à la famille et au rapport de force de la société. Voilà. Il faut avoir la possibilité de trouver l'origine des complexes et de la colère en chacun de nous, parce que ça a trait à la tentative d'émancipation intergénérationnelle et le fait que les anciennes générations, parce qu'elles ont souffert et que l'enfant est la médiation symbolique de leur tentative d'émancipation, parfois n'arrivent pas à assumer et à s'occuper de l'enfant honnêtement. Et il faut arriver à comprendre que tout ça n'est pas, ne requiert pas de la haine et de la colère, mais de la compréhension. C'est-à-dire que les anciennes générations, souvent, ont beaucoup plus trinqué que les nouvelles, parce que c'était des périodes plus dures, et qu'il faut comprendre ces rapports de nos parents à leurs propres parents pour faire le tour de leur rapport à leurs enfants et sortir de là par la maturité. Une fois que vous avez compris ça au départ, c'est beaucoup plus facile pour vous de comprendre les relations sociales qui en sont la déclinaison finalement. Okay. Donc ça, ce sont des pistes. Travailler sur les années de son enfance et de son adolescence qui sont difficiles, s'intéresser aux origines sociales de ses parents, dans quel contexte on est né, qu'avaient les parents en tête quand ils vous ont conçu, ça c'est aussi intéressant. Savoir, le problème c'est que les deux guerres mondiales ont effacé les registres parce qu'aujourd'hui, quand tu veux faire de la généalogie et savoir ce que faisaient tes arrière-grands-parents, c'est très difficile. Il reste beaucoup moins de traces que s'il n'y avait pas eu toutes ces guerres qui ont tout ventilé. Les gens n'ont plus de repères. Or, la généalogie, c'est très important pour se situer, savoir d'où on vient, quels sont les mouvements, où est-ce que j'ai des cousins, où est-ce qu'ils habitent. Parfois, on ne sait même pas qu'on a des cousins. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui ont moins de repères. Il faut travailler sur la généalogie si on a la possibilité.
et puis un peu se pencher sur la psychanalyse, mais pas de la psychanalyse freudienne, la psychanalyse affranchie de l'insanité freudienne, c'est-à-dire le problème c'est que Freud a induit des notions intéressantes, mais il a aussi de manière très perverse confondu ses rapports de soumission typique juive avec les sociétés goïs, ce qui fait qu'il a, par le freudisme, induit les goïs en erreur dans un rapport qui est très immature juif et qui ne s'applique pas à tout le monde. Et donc, c'est pas, je ne sais pas, on peut dire est-ce que c'était intentionnel ou pas. La question, c'est de savoir détricoter les imbrications freudiennes avec de la psychanalyse plus propre. Voilà. Tout le monde n'a pas le même rapport à sa mère que Freud l'avait. Et on ne peut donc pas appliquer le modèle freudien à tout le monde. Et le problème, c'est que Freud a utilisé ça pour salir d'autres cultures. Et ça, c'est assez pervers. D'ailleurs, la descendance de Freud, on trouve des pédophiles. On a toujours aussi des gens très, très pervers dans cette histoire-là. Donc, il faut être capable de prendre ce qu'il y a de positif dans le freudisme, mais d'être aussi en capacité de séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que sinon, on tombe dans... La psychanalyse n'a pas fait d'amélioration sur le rapport émancipatif des gens, mais elle n'a fait que d'apporter une complaisance dans une certaine pédérastie pour de nombreuses personnes. Et ça, faut être capable de le lire, si vous voulez. Marc. Merci, c'est super gentil. Pour répondre vraiment dans le sens de ce que j'entends, à rapport, je mets tout ça dans ce que j'appellerais la mémoire. Tout ce que je reçois là en information, j'appellerais serait de la mémoire. Il y a une chose que je n'ai pas entendue, mais vraiment pas entendue, quelle que soit la philosophie, quel que soit le chemin, que ça soit de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas. Il y a un mot que j'ai pas entendu. Par contre, c'est pour moi un mot qui est vraiment important parce qu'en fait, on l'entend dans spiritualité. Spiritualité, c'est la base de la spiritualité, c'est ce qui se passe dehors est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, il y a un monde en toi et il y a un monde à l'extérieur de toi. Le monde à l'extérieur de toi, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu cherches, c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu vas aller chercher comme information. C'est là la mémoire de l'extérieur, mais qui est un reflet intérieur. Donc ici, on parle de spiritualité. La spiritualité, ça dépend de sa propre morale, ça dépend de sa propre vision intérieure. Quand Eric dit, voilà, moi, la base est très simple, tu me respectes, je te respecte, ma base à moi, elle est exactement identique. J'ai pas besoin d'avoir 150 milliards d'informations de mon passé, de mon génétique, de mon mémoire. Mais oui, c'est sûr, je l'ai dans mon ADN, mais il ne constitue qu'un tiers de mon patrimoine. Quand j'arrive avec une conscience. Je suis là avec une conscience qui est la mémoire divine de l'intérieur et l'intérieur. Tout le corps à l'intérieur, si on a une vision intérieure du terme, tout le corps est dans le noir. La seule chose qui est claire, c'est notre conscience. Et la conscience, comment elle peut s'éclairer avec ce qu'elle est nourrie. Et comment elle peut être nourrie avec nos actions. Les actions, c'est l'instant présent. C'est comment, avec ce que l'on est, on peut transmuter sur l'extérieur. Donc moi, j'aimerais rentrer... Je sors en fait parce que moi j'ai la tête dans les étoiles, comme m'a dit un ami, mais le truc c'est l'instant présent avec tout ce patrimoine de mémoire, les Celtes, les Gaulois, les Romains, la destruction de Rome, le sionisme, la pédophilie, tout ça. On sait bien, c'est une énergie, elle est là, elle est omniprésente, mais elle est normale, elle est en nous aussi. On est constitué de haut et de bas, donc de bien, de mal, de devant, de derrière. Donc toute cette énergie qui est de l'énergie colère, de l'énergie machin, comme tu le démontrais très bien. Hein, tu as même, je ressens moi-même, excuse-moi, c'est ce que je ressens et je finis par ça. Tu as même j'ai l'impression d'entendre Alain Soral en fait. C'est un truc de fou en fait. Tu as la même tonalité, tu as la même voix, tu as la même connaissance. T'as une connaissance là du patrimoine ancien, quelque chose de faramineux, mais l'instant présent, l'être, les gens qui sont autour de nous, qui nous écoutent et qui aimeraient bien de se dire, tiens, je sens cette oppression, je sens tout ça, mais je voudrais. Le problème, c'est que je comprends ce que tu dis, le mythe de la caverne est creusé dans le mauvais sens. Il faut bien comprendre que le monde extérieur n'est que la médiation symbolique d'un problème interne pour l'homme. Donc, tout ce qu'on produit à l'extérieur n'est qu'une quête personnelle qui se passe déjà à l'intérieur. C'est ça l'origine. Maintenant, je vais laisser Soral de côté parce que malheureusement, je ne m'entends pas très bien avec lui. Il m'a déjà insulté à plusieurs reprises. Et
il ne vous donne pas de méthodologie de développement personnel. Ce que tu dis est intéressant, mais ça ne suffit pas. Si tu veux progresser, il faut avoir une méthodologie pour travailler à tout ça. Plus tu en sais, plus tu comprends ces choses-là, plus tu as un bagage pour avoir un rapport plus apaisé au monde. Voilà. Pour te donner ma vision des choses, en tout cas, moi, dans mon cœur, et ça n'engage que moi, j'ai une recherche personnelle et c'est plutôt dans la culture japonaise que je l'ai retrouvé, c'est dans l'aïkido que je l'ai retrouvé. L'aïkido est un art martial qui est ancestral, hein, ça a plus de 6000 ans de connaissances, c'est transmis de génération en génération par des gens qui ont compris le sens de la conscience et du pouvoir de l'instant présent, et à partir de là, on comprend bien que c'est l'acte que nous faisons, personnel. Je pense que c'est cet acte-là qu'il faut parvenir à essayer de transmettre, je pense que c'est le bon terme, de transmettre en fait à notre environnement, de se dire que c'est l'intérieur, le travail intérieur, le regard intérieur, et l'intérieur c'est l'ombre. Donc si on regarde à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons les réponses de ce qu'on peut mettre en extérieur. Quand j'ai pris l'exemple d'Alain Soral, je te disais juste que moi, le rapport, tu es parti dessus, mais moi le seul rapport qu'il y a entre toi et Soral, c'est que je ressens la même chose, je ressens la même énergie, je ressens justement même dans la voix et dans le son, quand tu parles et tout ça, j'ai l'impression de me trouver en présence de la même énergie que Soral. Cette énergie-là, moi personnellement, en tant qu'auditeur, ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création, dans le sens créé, dans le sens justement, quand on parle spirituel, c'est sans y voir ni de bien ni de mal, hein, juste en ouverture d'esprit. Quand on entend spirituel, c'est un rite esprit. C'est un rite qu'on fait à l'intérieur de soi, en fait. On passe 80% de son temps à se parler à soi-même. C'est pas moi qui le dis. Le problème, c'est que moi, je ne me satisfais pas de ce qui est énergétique et sensation. Je comprends qu'on veuille faire de l'aïkido pour se canaliser, pour se calmer, mais moi, je ne trouve pas mes réponses dans ce genre de rapport au monde. J'ai besoin de comprendre l'histoire et de comprendre les rapports humains. Le problème, c'est que l'activité physique ou le calme et puis le travail sur l'énergie n'est qu'un problème physique. On ne parle pas là de philosophie ou de théologie. On est dans les manifestations qui sont intéressantes, hein, les techniques d'apaisement par le yoga, ce genre de choses, moi, ne m'ont jamais intéressé parce que j'ai besoin de comprendre et de décrypter. Or, on peut toujours travailler à faire de l'aïkido, faire des exercices physiques pour se calmer et se canaliser. Mais ça n'est pas satisfaisant. C'est juste une partie des outils qui peuvent nous permettre d'avoir un rapport au monde plus satisfaisant. Mais je trouve que c'est incomplet. Voilà. Et j'espère ne pas ressembler à Alain Soral parce que j'essaie justement, je suis en conflit avec lui sur le fait qu'il est trop conflictuel au monde. Moi, je ne tape pas sur les gens, je ne fais qu'observer en me détachant. Alain Soral est dans un combat direct. Moi, j'ai toujours expliqué, Alain Soral, c'est intéressant, mais c'est un peu le pugilat et la boxe, et il vaut mieux passer progressivement d'un sport de percussion à un sport de préhension. J'ai toujours trouvé que le judo était plus intéressant que la boxe, parce qu'il y a déjà le fait de ne pas taper sur l'autre et de ne pas ruiner l'intégrité physique. C'est juste utiliser la force de l'adversaire pour le mettre hors d'état de nuire. C'est une totale, c'est une différence notable avec un sport de percussion où tu tapes la tête de l'autre. Et Soral, on l'a déjà vu taper des jeunes. Hein. Je suis bon, des fois, les gens ont besoin de régler leur compte par un peu de violence comme ça, mais moi, je suis totalement contre. Donc, moi, c'est pas ma perception. J'ai pas l'impression d'entendre Alain Soral. Merci. Même si je comprends ton point de vue, Marc, mais c'est pas mon cas en tout cas. Est-ce que Eric est avec nous toujours? Oui, mais justement, j'attendais un petit peu. Mais alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, alors, j'avais envie de faire une blague à Néré. Je veux dire, enlève ton masque, on t'a reconnu, Alain. Non, je plaisante. Non, je pense qu'il y a deux chemins. Je pense que ton chemin, c'est quasiment l'aboutissement du chemin de Soral. Qu'est-ce que je veux dire par là? Soral s'adresse à des gens qui sont terre à terre, qui sont pas comme toi ou comme notre ami qui est dans l'esprit des oiseaux, dans la sphère, etc. Vous êtes beaucoup plus des intellectuels, etc. Aujourd'hui, Alain Soral ne s'adresse pas à des intellectuels,
il s'adresse à des gens, à des jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, mais jeunes dans leur tête, donc qui ont besoin de comprendre. Et en cela, Soral a fait un très très bon travail. Et comme tu le dis, de toute façon, il y a des bonnes choses aussi à tirer de Soral. Et je pense que dans un premier temps, de ce fameux chemin qui doit nous amener à l'élévation quelque part, parce que c'est ça l'objectif, il y a le travail de Soral, et puis par lequel je suis passé, hein, parce que c'est vrai que Soral m'a apporté des choses, ça je lui enlèverai jamais, mais là je te découvre aujourd'hui et ça m'intéresse, parce que j'ai l'impression, si tu veux, que c'est comme pour traverser une rivière, c'est-à-dire que d'abord j'ai sauté sur un premier caillou, d'accord, qui m'a permis de faire la moitié du chemin, et puis aujourd'hui tu te présentes comme le caillou suivant qui va me permettre de passer sur l'autre rive de la compréhension de l'humanité, la compréhension de qui je suis, de ce que je veux faire de ma vie. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'antinomie entre vous deux. Je pense qu'il y a deux étapes différentes parce que vous vous adressez à des populations différentes. Pour moi, c'est l'interprétation que j'ai. Et enfin, je voulais juste dire une chose parce que tout à l'heure, j'ai cité une phrase qui est pour moi très importante, effectivement, dans mon cheminement de vie. Et aujourd'hui, il y a un ami, il y a 6-7 mois de ça, m'a sorti une phrase qui m'a horrifié. Alors, je l'ai noté, nécessité fait loi. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, la grande problématique de notre société, c'est nécessité fait loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans la nécessité, eh bien, je vais pouvoir faire tout pour pouvoir m'en sortir. Donc, voler mon voisin, tricher, mentir, etc. Et pour moi, c'est l'absolu inverse de respecte-moi et je te respecterai. Oui, non, je comprends. Mais je dirais que je comprends tout à fait. Pour parler d'Alain Soral, si on compare… On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Non, d'accord, mais je disais justement, j'ai fait une vidéo pour critiquer les limites d'Alain Soral, c'est qu'il s'inscrit dans tous les mouvements révolutionnaires du meurtre du père. Marx a amené le bolchevisme. C'était pensé par les protestants pour dégrader l'orthodoxie. Hein. La révolution, il s'inscrit de Marx, enfin, il s'inspire de Marx, Soral. C'est intéressant, Soral, pour comprendre la lutte de classe et puis ce genre de choses. Ça, il n'y a aucun doute. Et il est très bon pour ça. Mais le problème, c'est qu'on est toujours quand même dans le conflit. C'est-à-dire l'émancipation qui n'est pas complètement aboutie, mais qui est encore violente. Robespierre, c'est la Révolution française. Robespierre, on n'en donne pas une version qui est totalement honnête par rapport à la réalité de ce qu'il a été, mais il s'inscrit dans le mouvement révolutionnaire et il a du sang sur les mains. Eh bien, il s'inspire, Soral, de Robespierre, il s'inspire de Marx, et après il s'inspire de Gaulle, qui a induit mai 68. Or, si tu regardes ce que combat Soral, c'est tous les produits dérivés de ces courants idéologiques. Marx induit Trotsky, Robespierre, il se fait casser la mâchoire et puis on l'oublie, il a été utile à un moment donné parce qu'il était plus costaud. Donc on s'est servi de Robespierre pendant la Révolution française et puis on l'a très vite écarté. Bon, eh bien, De Gaulle, c'est pareil. Il a permis, en se mettant du côté des anglo-saxons, et je ne fais pas l'apologie des nazis que je ne défends pas, mais il faut bien comprendre. Là, je vais parler de quelque chose de polémique. Moi, j'aime bien. Non, mais parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit dire pour l'histoire de France. J'ai dit que progressivement, les protestants prennent le pas sur les empires catholiques de l'Europe centrale, enfin de l'Europe, de l'Ouest et de l'Europe centrale. Ça s'est établi comment? Ils ont poussé, parce que les Français, progressivement, se sont pliés aux idées libérales et ont été gangrénés de l'intérieur. Louis XVI était gangréné par les idées libérales. Il n'est pas tombé de nulle part, Louis XVI. Il était à moitié convaincu par le modèle économique anglais qui était beaucoup plus superficiel. Il y a un très bon travail, notamment de Marion Sigaud sur John Law, je crois, hein, c'est ça, et le rapport économique qu'entretiennent les anglo-saxons. Bon, les protestants et les francs-maçons issus de cette culture ont accompagné la Révolution française, ils ont accompagné la décapitation de Louis XVI, ils ont poussé les Français à une révolution gauchiste barabassienne, et ça n'a, en bout de course, profité qu'aux marchands du Temple. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. La Révolution française, ça crée la déportation de l'Église, de l'Église catholique romaine,
dans les mains de familles marchandes, ça déporte les prérogatives des familles régnantes de cette époque sur des familles un peu plus vulgaires en contrebas. Napoléon, il émerge sur la Révolution française et il va dégrader l'Europe au profit de... C'est malgré lui, hein, il ne l'a pas fait exprès, mais en dégradant l'Europe, il a profité au libéralisme anglais qui a pu complètement tirer parti du chaos qu'a installé Napoléon. Ils ont dévié Napoléon en Russie et la France après se plie au libéralisme anglais, au culte de la science et au colonialisme exacerbé qui produit une dette énorme qu'on va maquiller par la guerre de 14-18. Il faut comprendre que 14-18, 39-45, c'est la dégradation de la vieille Europe résiduelle au profit de la prolongation du colonialisme anglais par le néocolonialisme américain. C'est là l'imposture de ce néolibéralisme qui n'est absolument pas le progrès, mais qui s'est établi sur la dégradation morale de la vieille Europe par une imposture historique. Aujourd'hui, on nous fait penser que les Américains sont les libérateurs. En réalité, ils ont financé les nazis en sous-main pour dégrader l'Europe. Ils ont même alimenté la Wehrmacht en essence jusqu'à la toute fin de la guerre pour que l'Europe soit le plus dégradée possible. Et ils sont intervenus fin 1944 quand les Russes ont fait le boulot parce qu'ils ont poussé Hitler contre... Ils ont fait comme pour Napoléon. Ils ont poussé Hitler contre les Russes et ils sont intervenus après 20 millions de morts russes parce que les Russes ont fait le travail pour prendre le gâteau avant que les Russes le fassent, si vous voulez. Les Américains ne sont pas du tout les libérateurs. Ils ont financé cette guerre pour prendre la suite du libéralisme anglais par le néolibéralisme. Et l'imposture fait que progressivement, la France se soumet au marché transatlantique. Donc, De Gaulle induit, Pétain induit De Gaulle induit mai 68, et mai 68 induit Sarkozy et Hollande qui induisent Macron. La France n'a fait que se soumettre et se dégrader moralement au profit de puissances extérieures plus superficielles. Donc, la prégnance du judéo-protestantisme. Et ça, c'est le fil dégradé de l'imposture de ces révolutions, parce que le bolchevisme, c'est pareil. Hein, c'est toujours des trucs dégueulasses, hein, les protestants, les anglo-saxons. Ils passent toujours par des organismes, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge. Toute cette mentalité aujourd'hui globaliste est toujours passée par des mouvements qui prétendent aider les gens, alors que ça sert à alimenter en armes, à fomenter des révolutions. Ben, le bolchevisme s'est établi comme ça pour dégrader la monarchie orthodoxe. Ce qui fait que ce que les Anglais ont initié en 17 pour dégrader un concurrent, après avoir dégradé les catholiques, on dégrade les orthodoxes, quand les Américains, qui ne sont que les bras armés des Anglais, la City Wall Street, quand les Américains ont pris la suite, ils ont continué la dégradation de la branche russe par la guerre froide. C'est la dégradation qui explique la haine anti-russe aujourd'hui à laquelle on assiste. D'ailleurs, c'est marrant, c'est marrant ce que tu dis, parce que 17, c'est Balfour. Hein. Oui, c'est au moment où on sait qui a entraîné Balfour et ce que ça entraîne aujourd'hui comme dégradation du monde. Plus le monde s'est dégradé spirituellement, plus Israël a cru. C'est-à-dire que les Juifs ont toujours eu intérêt à encourager les Goïs à se dégrader dans une compétitivité stérile parce que ça superficialisait l'humanité au profit de la résurgence d'Israël. Bien sûr. Donc, les temples juifs avec les musulmans. Les temples juifs sont réapparus. Les temples juifs sont réapparus à cause de la connerie des Goïs à ne pas tenir leurs préceptes religieux et à préférer se complaire dans la marchandisation globale. C'est pour ça que la meilleure force d'impact pour le mouvement juif sioniste, ça a été la violence nordique et les empires anglo-saxons qui se sont succédés là récemment. Ils ont dégradé l'humanité au profit d'une superficialité marchande collective dont les marchands du temple sont les principaux bénéficiaires. Et le monde musulman suit la même décadence puisqu'on voit que l'Empire ottoman est un travestissement de l'héritage musulman qui va être, au travers de 14-8-39-45, complètement éclaté et morcelé entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la dégradation du résiduel qui était affilié au bloc de l'Est par le bloc de l'Ouest qui se réapproprie ses éclats. Et là où les Russes, une fois que le bolchevisme a été dégradé de l'intérieur par les mouvements de mode, pouvaient être complètement pliés par le libéralisme. Hein. Quand Boris Yeltsin dégage Gorbatchev, on voit le néolibéralisme américain qui pille le pays par les oligarques. Mais les Russes ont réagi par Poutine, et c'est pour ça que les Américains qui continuaient leur progression vers un nouvel ordre mondial avec Israël au centre des impulsions ne peuvent pas piffrer Poutine parce qu'il les bloque. Et ils bloquaient la dégradation des pays arabes qui étaient affiliés au bloc de l'Est plus. Et en Syrie, quand ça a bloqué, toute l'imposture de la guerre au terrorisme où ils finançaient leur contrepartie terroriste gauchiste via des mouvements rebelles dans les pays arabes, ça a été réutilisé et réinvesti contre les pays occidentaux eux-mêmes par des vagues de terrorisme intra-occidental.
voyez, ça c'est. Est-ce que, Néré, est-ce que tu as étudié l'Empire ottoman qui a été infiltré par le judaïsme, justement? Alors, je vais pas été là-dedans. Moi, j'ai observé la dégradation progressive du monde musulman par moi, quand je dis que les catholiques sont une copie artificielle du christianisme original, ben, l'Empire ottoman, par rapport à l'islam de base, c'est la même chose. C'est une copie artificielle. Et ce qui explique la dégradation progressive du monde musulman comme le monde catholique chrétien. Et je dis, quand on compare les catholiques avec Constantinople, à l'époque, qui va donner plus tard les orthodoxes, on voit que le mouvement orthodoxe est plus costaud au niveau religieux que le mouvement catholique. Parce que les orthodoxes se soumettent beaucoup moins au nouveau temple juif que les catholiques. Ouais. Or, qu'ont fait les Nordiques qui ont infiltré la papauté? Ils ont dégradé Constantinople qui avait réussi à résister à toutes les invasions musulmanes. Constantinople, il y avait deux églises, il y avait Rome et il y avait Constantinople. Constantinople, ça va donner les orthodoxes. Mais avant la dégradation de Constantinople par les catholiques, ils avaient réussi à résister à toutes les attaques. C'était une église qui était plus costaud. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier du catholicisme. C'est aussi une version tronquée qui a, par l'infiltration, notamment l'héritage de Charlemagne, ça donne les Francs qui vont infiltrer la papauté. Et ce sont ces gens-là qui vont dégrader Constantinople et piller l'héritage de Constantinople. C'est-à-dire, ce que les anglo-saxons et les protestants font aux catholiques, les catholiques l'ont fait à ce qui donne les orthodoxes après. Eh oui, ça c'est subtil, mais le pillage de Constantinople par les catholiques, c'est un peu ce qui leur arrive avec les protestants aujourd'hui. Et j'ai toujours trouvé que de Rome et de Constantinople, finalement, les orthodoxes tenaient mieux la route. Moi, j'ai déjà été en Grèce, les églises sont beaucoup mieux tenues, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus clair. Aujourd'hui, les églises catholiques, en France, ça fait pitié, ça tombe en ruine. Les gens, ils y vont pour cracher, quoi. C'est grave, c'est triste. Mais ouais, c'est une constatation. Et ça me permet aussi de dénoncer l'imposture de la guerre au terrorisme, qui n'est finalement qu'une inversion accusatoire qui permet aux occidentaux sionistes de se prétendre victimes du terrorisme tout en finançant une faction gauchiste rebelle qui n'est pas de l'islam, mais qui n'est qu'une imposture et un épouvantail de l'islam, et pour dégrader des dictateurs qui refusent de se plier à la dette, si vous voulez. Et ça, c'est tellement perfide que quand ils n'y arrivent pas, ils réutilisent ces djihadistes pour dégrader les sociétés qui ont pensé ce terrorisme à l'intérieur. Et ça nous donne les conflits, le Bataclan, c'est tout à fait ça. Hein. Les tueries aux États-Unis, c'est ça. Ils n'arrivent plus à déporter leur violence, ça revient chez eux. Christophe, j'ai un mot à te dire, Christophe. Oui, oui. Il est fabuleux, ton voix. J'adore. Ouais, je t'avais dit. Il est extraordinaire. C'est fou parce qu'on a. Là, tu as un nouvel abonné, il n'y a pas de problème. On est complètement, toi, de façon plus intellectuelle que moi, si tu veux, et je comprends ce que tu dis, et on est complètement. D'avoir cette intuition. L'intuition, c'est l'expérience, hein, non dite. Donc, quand on a cette intuition-là, c'est qu'on est sur la bonne route, hein, il n'y a pas de doute. Après, moi, mon travail, c'est de décrypter les intuitions. Moi, je travaille sur les non-dits. Voilà. Et j'essaye de permettre aux gens d'y voir plus clair et de donner des méthodes pour mieux se comprendre. Et ne pas tomber dans le conflit, justement. C'est pour ça que j'aime pas trop être comparé à Soral, c'est que moi, j'essaye d'extirper les gens du conflit au monde extérieur pour trouver la paix. Moi, je dis toujours dans mes vidéos, les gens ont le droit de suivre les juifs sionistes, ils ont le droit de se complaire dans le matérialisme. Le but de chacun, c'est de s'extirper de ça dans la non-violence et de suivre sa voie. De ne pas rentrer en conflit avec ces gens-là, de comprendre que parfois c'est trop compliqué de faire des efforts pour certaines personnes, mais la vie d'une personne, ça induit une responsabilité d'aller du bon côté. Donc, les gens qui ne sont pas intéressés par la complaisance matérialiste, c'est important pour eux d'avoir des clés qui leur permettent de s'extraire de ça et de retrouver leur personnalité originale. Et tu sais que je pense que c'est le sens de la nouvelle révolution. Bien sûr. Tout le monde en ce moment, il y a beaucoup d'intervenants qui me disent oui, mais alors quelle est la solution, etc. Et j'ai l'humilité quelque part de dire j'ai pas forcément la bonne solution. Mais finalement, tu t'aperçois, et je m'en aperçois de plus en plus j'avance sur mes vidéos, plus j'écoute les d'autres vidéos, etc., que la nouvelle révolution, c'est quoi? C'est le rejet de toute cette société matérialiste, etc. Et c'est le retour, tiens, ce que tu disais, au christianisme de base, et c'est le retour à la terre, c'est le retour à ce que les Indiens appellent la terre-mère, j'adore ça,
J'ai mon ami l'Affranchiste, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais qui en parlerait aussi très très bien. C'est revenir aux vraies valeurs, voilà. Alors, moi, je voudrais juste faire une valeur ajoutée, parce que le matérialisme peut être un moyen et pas un but pour l'évolution de l'être humain. Oui, Donc, Ouais. attends, je vais juste finir pour que Jam Bonus et qu'on essaye de bien comprendre la méthode finalement, parce qu'on n'a pas réussi, et apparemment sur le chat non plus, et nos auditeurs non plus, n'ont pas réussi à comprendre finalement la vraie méthode. Et je vais essayer de faire un résumé un petit peu, et tu me dis si je me trompe. Il faut revenir à l'intuition personnelle. Pas forcément, et réussir à s'extirper de toute forme de domination, qu'elle soit parentale, qu'elle soit systémale, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit voilà, même communautaire, je dirais. Essayez de vous extirper déjà de voir à quel point vous êtes lié à un système, ou de quel point vous êtes lié à vos parents, à quel point vous êtes lié aux gens qui vous entourent, et de vous libérer complètement d'abord de vos propres chaînes, pour ensuite d'abord de voir ses propres chaînes, pour enfin se libérer de ses propres chaînes. Alors, par la maturité, c'est-à-dire la non-violence et le non-conflit. C'est vrai que quand on est ado, c'est très difficile d'avoir un rapport apaisé à ses parents. Parce que, bon, l'adolescence est une période compliquée. Mais quand on est un peu plus adulte, on a quand même une faculté de réflexion et de poser les choses plus clairement. Ma méthodologie, je vais la redire, elle consiste à prendre tous les événements dont vous vous rappelez dans votre vie, à essayer de les expliquer, de les détricoter. Pourquoi j'ai eu un conflit à ce moment-là, pourquoi je suis bloqué. Et moi, j'ai pris chaque année de ma vie, chaque mois, et j'ai essayé de recaser des événements qui s'y sont produits. Ça m'a permis de mettre un puzzle qui m'a donné des pistes de résolution de ce qui n'allait pas. Pourquoi à cet âge-là j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai eu de la peine ou ce genre de choses? Parfois, ça induit de la rancœur à terme. Et cette rancœur, quand elle est non dite, elle peut aboutir sur des conflits et des blocages. Les gens ne communiquent pas aujourd'hui. Ils restent dans les silences et les non-dits. Et moi, la méthode que j'ai développée, c'est de travailler sur tout ça et d'essayer de dénouer ces liens-là. Donc, reprendre jusqu'à l'âge de 20 ans, chaque année, prendre chaque mois, essayer de recaser tous les événements qui s'y sont produits, poser des questions sur ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque où vous êtes nés, quelle est leur philosophie, leur idéologie, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes, pour mieux se comprendre et mieux savoir se situer. Parce que je ne sais pas pourquoi je m'appelle, pourquoi mon nom est comme ça, par exemple. Pourquoi ils m'ont donné ce nom, voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient comme boulot. Tout ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de vous situer et de savoir d'où vous venez. Parfois, vos parents vous font assumer, ça c'est important, l'enfant est la médiation symbolique pour les parents de leur tentative d'émancipation à leurs propres parents. Quand ils ont trop trinqué, ils se déchargent de ce problème sur les enfants. Et les enfants se voient assumer un rôle ingrat, ils détestent leurs parents pour ça. Et si vous travaillez à détricoter tout ça, vous n'êtes plus dans le conflit à vos parents, mais vous êtes dans la compréhension de leurs complexes et vous n'assumez plus les complexes à leur place, ou alors vous les assumez de manière détachée et pas de manière pathologique. C'est extraordinaire ce que tu dis. C'est extraordinaire. Je vais vous faire une confidence qui est vraiment très très personnelle. J'ai perdu ma mère, j'avais 30 ans, j'ai perdu mon père, j'avais 40 et quelques années. Et puis j'ai toujours, comme tout ado, même quand j'ai été adulte, on reste avec un conflit résiduel. Et lorsque je suis arrivé à l'âge de 50 ans, qui était pour moi un grand tournant dans ma vie, un jour mon père était déjà mort, ma mère évidemment aussi, et j'ai piqué chez moi, là tout seul, une vraie colère contre mon père. Mais une colère terrible. Je l'ai insulté, ça a été une horreur. Et puis j'ai fondu en larmes et j'ai dit, mais comment peux-tu juger cet homme qui t'a aimé à sa façon? Il t'a aimé comme on lui a appris à aimer. Et à partir de là, j'ai fait la paix avec mon père. Et à partir de là, je dirais quasiment, je suis devenu un homme. Alors, je rigolais tout à l'heure parce il m'appelle, c'est Christophe ça, qui m'appelle le sage d'Internet. Je suis pas un sage, pas du tout. Mais j'ai réussi, et tu as raison, j'ai réussi à régler mes problématiques, d'accord, par rapport à mes ancêtres, grands-pères, tantes, machin, etc., par cette révolte intérieure, et au final de me dire,
Mais qui es-tu toi aujourd'hui pour juger ton père? Ton père a essayé de faire le mieux qu'il a pu, d'accord, et tu l'avais pas compris. Voilà. Et je crois que quand on arrive à faire ça, on se libère d'un poids énorme qui est un poids qui nous pèse depuis l'enfance. Bah, alors, ça c'est très intéressant parce que la subtilité du rapport père-fils ou parent-enfant, elle vient du fait qu'il faut comprendre que le rapport que le parent entretient à l'enfant vient du fait que comme il a trinqué, c'est pas qu'il n'arrive pas à aimer l'enfant, c'est qu'il est bloqué. C'est pas un rapport qui l'empêche d'exprimer l'amour qu'il a pour son enfant. Donc il faut être capable de se détacher de ça et de comprendre que le rapport de son père à son enfant vient du fait qu'il a trinqué, qu'il n'arrive pas à aller au-delà de ça. Même quand il y a du mépris ou de la froideur, c'est parce qu'il y a un blocage complexé qui empêche le parent d'assumer son enfant correctement. Quand vous comprenez ça, vous prenez de la hauteur, vous vous détachez, vous pardonnez finalement. Vous n'avez plus de conflit et c'est beaucoup plus simple d'avoir des rapports apaisés à vos parents. Tu te libères, c'est extraordinaire. Tu as l'impression tout d'un coup de survoler, tu n'es plus la même personne. Et moi, c'est vrai que je reprochais entre autres à mon père, c'est de jamais avoir été capable de me dire, tiens Eric, tu as fait quelque chose de bien, ben, c'est super ce que tu as fait, ou de me dire, ou de me prendre dans ses bras et me dire, Eric, je t'aime. Et pourquoi il n'était pas capable de le faire? Parce que lui-même, ses parents ne l'avaient jamais fait, parce qu'ils étaient sous une éducation ancienne, etc. Et moi, j'ai essayé, j'ai loupé, mais ça, c'est une autre histoire, mais j'ai essayé à mes deux filles de les prendre dans mes bras et de leur dire, je vous aime. Rien que ce mot-là, je vous aime. Parce que moi, je ne l'avais pas reçu, mais j'avais intégré le fait que ça m'avait créé un blocage quelque part. Et le jour où je me suis libéré de ça, ben aujourd'hui, vous voyez un homme pas encore complètement serein, parce qu'on a tous nos problématiques au quotidien, je dis. Mais je me sens mieux. Tu as cassé un cycle en tout cas. Non, mais c'est comprendre la complexité des rapports intergénérationnels, c'est comprendre. Moi, par exemple, c'est vrai, je sais que les anciennes générations étaient dans un rapport beaucoup plus dur au monde. Donc, ils ont beaucoup plus trinqué que les nouvelles générations. Donc, quand on dit que l'enfant est la médiation symbolique de leur tentative d'émancipation, s'ils ont beaucoup trinqué, ils vont avoir beaucoup de mal à assumer leur enfant correctement. Ils vont être bloqués dans un matérialisme. Quand vous faites le tour de ça, vous prenez de la hauteur. Ouais. Et la libération, c'est la parole. Oui. À partir du moment où tu dépasses ton ego et tu oses dire des choses, comme je viens de vous raconter tout de suite, c'est complètement intime ce que je viens de vous dire. Mais à partir du moment où tu libères la parole, tu n'as plus la peur du jugement des autres, tu te montres nu tel que tu es. C'est pour ça que je ne supporte pas tous ces mecs qui ont des masques d'ailleurs. Mais voilà, tu te montres tel que tu es et bah oui, avec tes qualités et tes défauts, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont te détester. C'est pas grave, tu es toi. Et puis, il faut pas forcer les gens aussi. C'est-à-dire que si votre père ou votre mère veut pas parce que c'est trop difficile pour eux, il faut juste observer les choses de l'extérieur. Voilà. Et les comprendre. On ne peut pas forcer les sentiments et on peut pas. Le piège, c'est de courir après les gens. Voilà. Tout à fait. C'est un piège. Souvent, le gauchisme court après une reconnaissance qu'il n'a pas et il tombe dans l'immaturité et l'automutilation. Alors que ça ne fait pas du tout réagir les gens. Hein. Il faut comprendre, un blocage, c'est le psychisme est fait de manière à ce que ce soit complètement verrouillé. Donc vous pouvez vous droguer, vous automutiler, les parents ne changeront pas leur rapport au monde. Ça vient d'un rapport conflictuel à leurs propres parents et un manque de reconnaissance qu'ils ont eu, et c'est très difficile à débloquer. Voilà. D'autant plus que les anciennes générations n'ont pas la même vie parfois. Hein. C'est pas le problème, c'est le paradoxe, c'est que les anciennes générations n'ont pas la même vivacité que les nouvelles, mais les nouvelles ont une vivacité totalement dédiée à un matérialisme de soumission. Donc ça, c'est problématique. Enfin, pas tous, hein, il y a des jeunes très bien, mais… C'est une heure. Mon parent m'a fait libérer d'ailleurs de la société, tu vois, en même temps. Je me suis libéré en même temps de la société, tu vois. Mais je pense que les gens en ont marre du matérialisme. Le judaïsme ne correspond qu'à peu de personnes, finalement. Quand le mouvement juif s'accapare tous les organes décisionnels d'un pouvoir et établit les règles d'un système, bah les gens qui ne sont pas régis par ce rapport matérialiste, et moi, j'ai rien contre les juifs, mais la réalité, c'est qu'ils ont un rapport beaucoup plus matérialiste que les autres parce qu'il y a différentes raisons qui, dans le rapport au monde régi par le judaïsme est beaucoup moins émancipé au niveau intergénérationnel que les autres mouvements. Ce qui fait que ça ne correspond pas à la majorité des gens. Finalement, une fois que les juifs ont tous les organes de pouvoir, ben, ça ne correspond pas à la majorité des gens. Donc je peux comprendre aussi que beaucoup de gens essayent de trouver une alternative. Voilà. Ça mènera à leur destruction. Bah, ça dépend. Après, c'est vrai que… Ou leur construction.
tu disais fasciste, antifasciste. C'est là qu'est l'imposture historique d'un mouvement qui ne fait que se dégrader dans le temps, à se manger, à se bouffer les uns les autres. Parce que finalement, c'est tellement le bordel à un moment donné qu'il y a une réaction qu'on appelle fasciste, de reprise violente. Et on fait toujours payer les responsables qui ont profité du matérialisme ambiant, si vous voulez. Or, quand on arrive à s'extraire de ces rapports de conflit, on fait trinquer personne, si vous voulez. Si vous n'aimez pas le judaïsme, vous ne marchez pas avec, tout simplement. Voilà. C'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté des gens qui fait qu'ils sont dans le conflit. Moi, j'aime pas la télévision, je la regarde pas. Voilà. Non, moi, je l'ai jeté. Écoutez, on est à 1h30 d'émission. J'avais encore énormément de questions à poser. On n'a finalement fait que 3 mots de ping-pong. Mais bon, ça... Moi, c'est dispo. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien du Discord sur le chat, ce qui permettra aux gens de continuer la discussion s'ils ont envie de continuer la discussion. Tu pourras les rejoindre éventuellement, Néré, pour continuer ce débat. Néré, c'est vraiment, hein, on est bien d'accord. Moi, je m'appelle Boris. Oui. Voilà. Tu t'appelles Boris, évidemment. Donc voilà, je vais mettre le lien. Ensuite, n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne, puisque c'est pas que sur le développement des personnels, c'est aussi, par exemple, sur JFK, sur Trump. Il y a des vidéos sur un tas de choses. Si vous voulez des clés sur le développement personnel, des clés de lecture, c'est vrai. Peut-être regarder mes vidéos, ça permet de vous imprégner des notions d'émancipation intergénérationnelle. Exactement. Et donc vous allez pouvoir venir sur le Discord si vous avez envie. Excusez-moi, mais je suis pas fan de Discord, donc c'est juste voilà, si vous avez envie d'y aller sur le Discord, vous pouvez y aller. Hein, c'est avec grand plaisir que vous recevez. Le Discord porte bien son nom et que ça apporte énormément de Discord. Enfin, parce que... Ouais, voilà. Donc il n'y aura pas de. Il reste pas un peu de temps pour développer 2-3 autres sujets. Écoute, moi, ce que je vais faire, je peux vous laisser continuer à débattre. C'est avec grand plaisir. Je reviens vous voir dans 10-15 minutes parce que j'ai quand même quelque chose à faire. Et donc, voilà, si vous êtes toujours là, je vous rejoins. Si vous êtes plus là, je fermerai le live. Sinon, si tu veux, si tu voulais, parce que tu voulais développer un peu le sujet de Kennedy qui est intéressant, ouais. Je pourrais réintervenir un de ces 4 si tu veux sur le sujet. Oui, voilà, ça sera peut-être plus intéressant. Ouais, on se refera une émission avec grand plaisir. Si tu veux, sur spécial Kennedy. Donc voilà, vous avez le Discord. Comment? Le lien Discord. Pardon? On t'a pas entendu, Eric. Je dis ça m'intéresse, le sujet de Kennedy, ça m'intéresse aussi. Ah bah ouais, mais c'est il y a beaucoup de choses à dire. Ah ouais. C'est génial. En plus, Trump a apparemment déclassifié, malgré lui, les documents. Hein. Non, c'est lui qui a demandé à ce que ce soit déclassifié. Et le FBI et la CIA ont dit on déclassifie pas tout. Par contre, il y a une commission qui a été chargée de savoir si les derniers documents pourront être déclassifiés. Et je crois qu'il les a contraints à tout déclassifier finalement. Là, ça vient bien de Trump. Hein. Il n'a pas été contraint. Il a demandé. Hein. Moi, je pense. Enfin, c'est sa propre initiative. Mais par contre, je ne sais pas si ça permettra. Ça a déjà d'ores et déjà confirmé qu'il y avait 2 tireurs en face. Oui, bien sûr. Bon, mais bon, ça, quand vous regardez les vidéos que j'ai mis en place sur l'assassinat de JFK, vous vous rendez compte très vite que la version Warren, ça ne tient pas debout. C'est plus la version officielle depuis 79, où on a produit les enregistrements sonores de la police de Dallas ce jour-là, où on n'entend plus de 4 tirs. Donc, depuis 79, la version officielle, c'est qu'il y a le complot, il faut le savoir. Les journalistes vous mentent. Il y a le complot d'un côté, il y a eu effectivement un premier tireur qui a été, comme ils font en ce moment, tu sais, les faux attentats, parce que tous ces mecs qui mettent pour faire des attentats, ils n'ont rien de djihadiste, ils n'ont rien d'islamiste. Hein. Non, mais moi c'est la même chose, ils ont pris un mec en plus qui avait voyagé en Russie, donc était le truc parfait pour le. Voilà. Et puis il y a eu un deuxième tireur qui a tiré à partir de l'arrière du crâne, mais qui n'a même pas tiré avec la même balle que les 2 premiers mecs qui ont été tirés. Moi, si ça vous intéresse, sur mon site, il y a le nom des tireurs, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils sont devenus. Tout à fait. Et d'où vient qui sont les initiateurs, pourquoi, et qu'est-ce qu'ils ont fait après, et leur héritage. Tout ça, c'est sur mes sites, et ça a été confirmé par la déclassification récente, d'ailleurs. C'est quoi? C'est Johnson? Oui, mais derrière Johnson, il y a de toute façon. Il y a un type plus important derrière Johnson, qui est le milliardaire Hunt. Oui. L'homme le plus riche de la planète à cette époque, qui était un Texan
qui basait sa martingale sur le pétrole. Voilà. Tout à fait. C'est relié à la vieille Angleterre colonialiste, c'est l'Amérique raciste néocoloniale qui était liée au sionisme. Et donc, évidemment, il y a Israël derrière, il y a les cercles anglais, ça touche toujours au même cercle. Hein. Et donc, Toujours à la reine d'Angleterre, oui, le couple Windsor-Rothschild. bien sûr. Écoutez, moi, ce que je vous propose, Eric, je te laisse les clés là, de la maison. Tu peux continuer à me moi, poser. moi, je suis désolé. Moi, j'ai un petit souci avec le petit Jérémy. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, je l'appelle, qu'on règle ça, parce que ça, c'est une histoire qui est pourrie et qui fait chier. Et j'aime pas. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le conflit, comme il dit. Je ne supporte pas le conflit. Et quand j'en vois un se poindre, ça me met mal à l'aise. Et là, je vais le régler aujourd'hui. On fera une émission à l'occasion. Super, merci à toi, Néré. Avec un thème, par exemple, avec un thème, un ou deux thèmes particuliers. D'accord. Parce qu'on parle beaucoup, en plus, on est très bavard. Bon, pas de problème, c'est parfait. Merci encore, Néré, d'être venu. Merci à tous ceux qui sont sur le chat. Merci à tous ceux qui ont écouté cette émission. Et ben écoutez, on se retrouve demain, mais alors ça sera un peu plus fun, un peu plus sur la Lune, puisque son pseudo c'est Horus. Ah oui, je serai là aussi pour Horus, parce que je l'aime bien, ce garçon. Horus from the Moon. Alors donc voilà, ça sera pas le même niveau, hein, il n'y a pas de problème, mais bon voilà, on va passer un bon moment, je pense, avec lui aussi. Jeudi, ça sera la table ronde. Vendredi, toujours Monsieur Lambert et sa cantine du cœur. Donc voilà, merci à vous encore d'avoir suivi cette émission. J'espère que demain on retrouvera l'habillage d'origine. Et puis je vous dis à demain. Merci à vous. Salut tout le monde. Allez, à la prochaine. Bye. Merci encore, Néré.